Donc, le modèle d'intervention, hop là, qu'on utilise. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ce modèle? Donc, c'est un modèle qu'on appelle le modèle systémique de Palo Alto. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle modèle de Palo Alto? Alors, parce qu'il est né en fait des recherches de Bateson, Gregory Bateson, qui est anthropologue et biologiste, et qui a fait des recherches et qui a mis en lumière la notion d'interaction. Et cette notion d'interaction a débouché sur l'approche systémique de manière générale. Et le modèle de Palo Alto est un des modèles qui découle de l'approche systémique. Donc, c'est un modèle systémique, mais il y a d'autres écoles qui font la systémique différemment de ce que je vais vous présenter ce soir. Alors, Paul Watzlawick, dont certains ont peut-être lu certains livres parce qu'il a beaucoup publié, et ses collègues de Palo Alto ont donc exploité, si je peux dire, les recherches de Gregory Bateson pour en faire justement un modèle concret, pragmatique, pour intervenir. À l'époque, c'était la psychanalyse qui était, voilà, qui était présente, qui prenait, j'ai envie de dire, tout le terrain de la psychothérapie. Et ils voulaient une approche qui allait résoudre plus rapidement le problème des patients, qui allait diminuer la souffrance plus rapidement. Donc, eux visaient vraiment une approche en 10 séances. Donc, on n'est plus vraiment là-dessus spécifiquement, mais c'était l'idée, ça pour vous donner une idée de ce qu'était leur objectif. Donc, ils ont été influencés, ils ont travaillé d'ailleurs, plus qu'influencés, ils ont travaillé vraiment avec Erickson, Milton Erickson, qui à l'époque faisait de la thérapie brève de Palo Alto sans le savoir, puisqu'il avait intuitivement développé une manière de travailler, donner des tâches à ses patients, c'est des choses qu'on fait aussi. Et donc, il était aussi dans quelque chose de beaucoup plus pratique et moins centré sur les causes que les approches de l'époque. Et donc, ça a développé ce modèle donc, qu'on a appelé la thérapie brève. Aujourd'hui, ce terme thérapie brève, il est un peu, il veut plus rien dire parce qu'en fait, il y a plein d'approches. La PNL, c'est une thérapie brève. Enfin, il y a plein d'approches qui sont de la thérapie brève. Mais à l'époque, ils ont appelé ça la thérapie brève. Et ça, ce modèle a été utilisé assez rapidement par tout ce qui est entreprise, puisque en coaching, ce qui est intéressant, ben, on vise évidemment aussi un changement rapide, etc. Et ce modèle-ci répond à cela. Alors, l'intervention se fait en 4 étapes que je vais vous résumer. La première, c'est de voir si on a un client. Alors, cette notion de client est un peu bizarre en thérapie, parce que normalement, on parle de patient. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tous nos patients ne sont pas clients. C'est-à-dire que tous nos patients ne sont pas demandeurs d'un changement de la même manière. Et nous, on va essayer de repérer si on a bien quelqu'un qui souffre suffisamment, qui souhaite du changement, quelqu'un qui demande de l'aide, quelqu'un qui est prêt à faire des choses encore, qui va se mobiliser, qui reste mobilisable en fait. Et ce n'est pas toujours le cas. Et donc, si ce n'est pas le cas, on va travailler à la clientélisation. Je ne vais pas vous développer ici comment on fait pour mobiliser, mais on a vraiment des outils concrets pour mettre en œuvre, pour mobiliser les patients. Et puis, bon, bah, heureusement, il y en a aussi certains qui sont demandeurs dès le départ, et donc pour lesquels bah, cette phase de client ou de clientélisation est assez rapide. On va juste valider le fait qu'on a en face de nous quelqu'un avec qui on peut travailler avec ce modèle-ci. Le deuxième step, la deuxième étape, c'est le fait de décoder, de comprendre comment le problème se joue. Et pour ça, on va utiliser deux outils, le questionnement. Donc, on va questionner, nous de manière très actuelle. On va chercher comment aujourd'hui les choses se produisent. On va vraiment demander à la personne les derniers exemples où le problème s'est produit, les derniers exemples concrets pour bien être sur, j'ai envie de dire, quelque chose de pratique. Et puis aussi interactionnel. Donc, on va chercher, on va dire, voilà, mais quand, je vais prendre un exemple un peu bateau, ben voilà, mes enfants se disputent, c'est pour ça que je viens vous voir, parce que c'est sans arrêt, ça met une tension dans la famille, etc. OK? Comment est-ce que vous réagissez? Racontez-moi la dernière dispute. Comment est-ce que vous avez fait? Comment vous êtes intervenu, etc. Et est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Et donc, on va poser ces questions-là pour pouvoir dessiner, et c'est vraiment ça qui est une spécificité de Virage, c'est qu'on dessine vraiment le problème et l'interaction que la personne a avec le problème. Donc, ici, vous voyez ce petit bonhomme, il a une vision du monde, une manière de voir les choses. Et quand un problème lui arrive, ben, je reprends un papa qui a ses enfants qui se disputent, en fonction de sa manière de voir les choses, il se dit, bah, c'est normal, les enfants qui se disputent, c'est logique, c'est normal. Ou bien il se dit, oulala, c'est très embêtant, l'harmonie dans la famille, ça ne va pas d'avoir des disputes comme ça. Et il en souffre plus ou moins. Et en fonction évidemment de ce qu'il ressent, de ce que sa vision du monde, de ce que sa carte du monde, disent les gens qui font de la PNL, de ce que son tempérament, on pourrait dire sa nature lui dit, il va réagir et il va mettre en place quelque chose il va tenter de réguler, il va tenter de faire en sorte que
ça s'apaise, de retrouver par exemple l'harmonie dans sa famille. Il va intervenir, séparer ses enfants, ou il va leur dire de se calmer, ou il va se fâcher, ou il va au contraire leur parler très calmement. Voilà, en fonction de son tempérament, en fonction de qui il est. Et pour nous, ce qui va être important, c'est de se dire, est-ce que c'est bien une régulation et ça solutionne le problème, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas? Alors bien évidemment, vous aurez vite compris que s'ils viennent consulter, que ce soit en coaching ou en thérapie, c'est que en fait, ils sont devant quelque chose qui ne fonctionne pas. Ils ont des crises d'angoisse, ils essayent de mettre quelque chose en place. Chaque fois qu'il y a la crise d'angoisse qui monte, la personne essaye de réagir. Et malheureusement, bah, ça ne marche pas, parce que si ça marchait, la personne ne vient évidemment pas consulter. Et donc ça, c'est intéressant. Donc ce que je viens de dire, c'est pas que ce que je viens de dire est très intéressant. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on peut voir que l'interaction pour nous, ça ne se limite pas aux relations avec les autres. Ça peut être aussi moi avec ma crise d'angoisse ou moi avec mon insomnie. Comment je réagis, comment j'essaye de réguler quelque chose qui m'arrive et qui est plus fort que moi, et comment ça fonctionne ou ça fonctionne pas, et comment du coup je réessaye d'autres choses, etc. Et on va partir de là. Et pour nous, vraiment décoder le problème, c'est comprendre comment le problème fonctionne, si on peut dire, ou comment la situation dysfonctionne. Et pour être certain d'avoir bien compris, on tente de le dessiner. Et donc, vous avez bien entendu, j'ai dit plein de fois le mot comment, parce que nous, on va plus chercher le mot comment que le mot pourquoi. On va plus chercher comment ça se passe quand les enfants se disputent que pourquoi ils se disputent. On ne va pas commencer à se dire, ah, il y a peut-être une rivalité, parce que quand vous étiez enceinte du second, le premier, ceci, ça. Enfin, on ne va pas tellement chercher ça, parce qu'en fait, malheureusement, pour nous, on ne peut pas changer le passé. C'est intéressant, ce n'est pas inintéressant à comprendre. Ça peut aussi nous permettre de rejoindre la personne, etc. Mais nous, ce qu'on va vraiment chercher, c'est comment ça se passe maintenant, les disputes, pour pouvoir changer les choses. Donc, on va aller chercher là où on peut changer les choses. Et donc, pour décoder, donc on va d'abord essayer de questionner, et puis on va reformuler à la personne comment les choses se passent d'après nous. En fait, j'ai l'impression que finalement, quand vos enfants se disputent, chaque fois que vous intervenez, que vous dites au plus jeune qu'il doit se calmer parce que sinon l'autre va s'énerver davantage et il risque de prendre des coups, il a l'impression que vous défendez l'autre. Et quand vous dites au plus grand, écoute, c'est toi le grand, arrête, en fait, et donc peut-être qu'à ce moment-là, ils ont encore plus l'impression que l'autre est un ennemi puisque papa ou maman le défend. Donc, on va montrer à la personne, après avoir dessiné, après avoir compris ces boucles, ces interactions qui font le problème, qui le maintiennent, on va montrer à la personne comment elle le maintient, sans le vouloir, bien évidemment. Et donc ça, pour nous, c'est très important, c'est de montrer comment la personne, on dit toujours, fait partie de la solution, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est la cause du problème. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va responsabiliser la personne. La personne va être, elle va se sentir actrice de ce qui se passe et donc retrouver du pouvoir sur parfois des situations qui sont complètement, sinon, subies. Alors, après ce décodage systémique, donc on a compris le problème, ça c'est déjà intéressant, mais pour moi, le plus intéressant, et moi je suis psychologue de formation, et vraiment c'est là où j'ai eu un déclic en découvrant ce modèle, c'est que je trouvais que dans beaucoup d'approches, on réfléchissait au pourquoi, on faisait des liens, etc. Moi, la systémique, d'autres approches systémiques, je m'y étais déjà intéressée. Je me disais, OK, on comprend qu'il y a un secret de famille, ça explique, mais maintenant on fait quoi? Une fois qu'on a compris, on fait quoi? Et ici, c'est vraiment un modèle qui donne des étapes de, ben, une fois qu'on a compris, on va faire autre chose, on va être débloqué. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour débloquer la situation qui fait souffrir la personne qu'on a en face de nous? On va débloquer par des recadrages, des métaphores. On va poser des questions. Est-ce que ça fonctionne quand vous faites ça pour que la personne fasse moins ce qui ne fonctionne pas? Et donc, on va aller chercher vraiment à changer la manière de voir les choses. C'est vraiment l'objectif des recadrages. La manière de voir les choses de la personne en face, de notre patient ou de notre client si on est en coaching, pour l'aider à agir différemment. Parce que c'est seulement quand on perçoit les choses différemment qu'on peut réagir différemment. Et donc, on fait bouger d'abord dans la tête, et puis après, voilà, moi j'ai des exemples de recadrage, pardon, est-ce que ça fonctionne? Ou que gagnerait votre mari? Oui, ça c'est un recadrage assez classique, c'est, voilà, je viens me consulter parce que mon mari, je sais pas, moi, on n'est jamais à la maison, ou parce que mon mari ne fait rien comme tâche ménagère, enfin c'est un peu gros, et je m'en excuse pour les hommes qui sont présents, parce que certainement ils font beaucoup de tâches ménagères, chacun chez eux, mais voilà, l'exemple que j'ai pris, c'est ça, et donc, on va poser la question, que gagnerait votre mari à faire des tâches ménagères? Parce que ça paraît évident, mais en même temps, c'est clair que si il a juste sa femme qui s'énerve, etc., pour certains hommes, ben voilà, ils attendent que ça passe, après elle se calme, et puis c'est quand même elle qui nettoie. Et donc, finalement, pourquoi je le ferais?
Et donc, c'est pour ça que cette question, elle est importante, c'est de pouvoir montrer dans l'interaction comment l'autre, finalement, est assez confortable pour ne pas changer et que donc, on va devoir réagir d'une certaine manière pour faire bouger l'autre. Alors, bon. Alors, euh, on va aussi prescrire des tâches. Donc, après avoir fait changer, fait bouger la manière de voir les choses, on va amener les personnes à agir différemment. Ça, évidemment, pour nous, c'est vraiment important parce qu'on va permettre aux gens de vivre une expérience émotionnelle différente. Donc, en réagissant différemment face à mon problème, je vais changer la relation que j'ai avec mon problème. Si je reprends l'exemple de la crise d'angoisse, ben, mes crises d'angoisse, pour l'instant, quand elles viennent, j'essaye surtout pas les ressentir, j'essaie de respirer profondément, j'essaie de me calmer, etc. Si ça marche, c'est très bien. Moi, je vous parle de personnes pour lesquelles ça n'est pas une régulation, ça ne fonctionne pas, et donc qui viennent nous consulter et qui disent, ben voilà, j'ai essayé ça, 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 et en fait, ça n'a pas fonctionné, ça ne m'a pas aidé. Et donc, à ce moment-là, on va proposer de réagir autrement à la crise d'angoisse, autrement au moment où la crise d'angoisse se produit. Et au lieu de l'éviter, au lieu d'essayer de la calmer, par exemple, de l'accueillir. Et ça va permettre de vivre une autre expérience. La personne, elle va dire, en fait, quand je l'accueille, finalement, elle passe. C'est pas agréable, c'est pas pour ça que la crise d'angoisse, tout d'un coup, devient tout à fait sympathique, mais ça change notre relation. Et en vivant ça, évidemment, à partir du moment où je vois qu'en l'accueillant, ça peut être plus facile à vivre, ben, je peux de mieux en mieux l'accueillir, de plus en plus l'accueillir, et au fur et à mesure que je l'accueille, évidemment, la crise d'angoisse, elle vient beaucoup moins, parce que vous comprenez bien que si dans une situation, un contexte anxiogène, je fais surtout je dois être calme, ça m'aide moins que si je me dis, c'est pas grave si j'ai une crise d'angoisse. Ben, forcément, je change complètement ma relation au problème. Et donc, pour faire en sorte qu'en fait, les personnes coupent cette circularité, puisque, comme je vous l'ai montré, pour nous, la manière de réagir, c'est pour ça qu'on demande toujours comment vous réagissez, nourrit et on est responsable en partie du maintien du problème. Pour que quelqu'un arrête de nourrir le problème, et ce qu'ils ont trouvé d'assez génial, je trouve, les précurseurs du modèle, les fondateurs, c'est de proposer de faire l'inverse pour être sûr de bloquer ces tentatives de régulation qui, au lieu d'aider, Paul Václavic disait, le problème, c'est la solution. Et effectivement, ce qu'il voulait dire, c'est que la solution mise en place, les tentatives de solution, les tentatives de régulation mises en place, en fait, nourrissent le problème et le maintiennent. Et donc, bien évidemment, pour eux, à partir du moment où on part de ce prémisse-là, donc ici, je ne vous explique pas, si vous faites la formation, vous aurez toutes les explications scientifiques, puisque c'est basé sur la cybernétique, etc., de ces prémices systémiques. Mais si on part de ces prémices-là, en fait, on va se dire, bah, si on arrête de mettre en place ces solutions qui sont le problème, si on arrête de mettre en place ces tentatives de régulation, eh bien, on va pouvoir débloquer la situation. Et donc, on va amener nos patients, nos coachés, à faire l'inverse. Parce que quelque part, pour être certain d'arrêter quelque chose, ben, c'est en faisant l'inverse qu'on est le plus proche de la certitude d'arrêter quelque chose. Et donc, on va proposer des tâches à 180 degrés. Alors, la quatrième étape, bon, imaginons, on a débloqué, la personne, ben, ses crises d'angoisse viennent beaucoup moins parce qu'en fait, comme elle en a moins peur, elles viennent moins. On va consolider notre changement. En fait, parfois, les 3 premières étapes vont assez vite, hein. Le client, ça peut prendre voilà, les 5, 10, 15 premières minutes, parfois d'une séance, parfois ça prend plusieurs séances pour être sûr d'avoir quelqu'un qui est mobilisable. Mais une fois qu'on a ça, bah, le décodage, de nouveau, ça peut aller vite, ça peut aller moins vite, ça dépend de la complexité du problème, bien évidemment. Le déblocage, ça va dépendre de vos tâches et de comment vous les avez bien construites sur mesure pour votre patient ou votre coaché. La consolidation, c'est important, c'est que s'il y a eu un changement rapide, c'est important de le consolider dans le temps. Et donc, on va amener nos patients à, 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 à comprendre à ce moment-là. J'ai envie de dire que le déblocage, je vous ai parlé d'une expérience émotionnelle, on va leur faire ressentir la différence quand ils réagissent différemment, et la consolidation du changement. On va leur faire comprendre pour qu'ils puissent réutiliser, pour qu'ils aient des outils, pour qu'ils sachent dans quel piège ne pas tomber, etc., pour que le changement perdure. Alors, les apports de virage par rapport à ce modèle de Palo Alto, donc ce modèle, il existe depuis les années 60, je dirais, donc 1960, du siècle passé. Et donc, virage, par contre, c'est ce siècle-ci.
et les apports de virage, mais ils sont multiples, j'ai envie de dire, parce qu'on est une équipe, on travaille beaucoup ensemble, on fait de la recherche en permanence. Et au départ, on a beaucoup travaillé sur les émotions. Moi, quand je me suis formée à l'époque, on disait, donc je me suis formée à Palo Alto, quelqu'un posait une question sur les émotions, les formateurs disaient, mais on n'en a rien à faire, c'est pas important. Or, au contraire, nous, on pense que c'est quelque chose d'important parce qu'on pense que c'est un moteur pour l'être humain. Et donc, c'est un moteur pour nos tentatives de régulation. Donc, très souvent, on réagit en fonction de ce qu'on ressent, mais aussi, c'est un moteur qui peut être au service de la stratégie, au service du 180 degrés, au service du mouvement qui va aider au déblocage. Le mapping virage, alors ça, c'est vraiment un outil qu'on a construit tous ensemble avec l'équipe. On l'a encore affiné parce qu'on y a retravaillé justement cette année. Et donc, ce mapping, voilà, il dessine l'être humain coincé quelque part entre le monde et sa vision du monde, ce qui est souvent le cas, parce que ce qui nous fait souffrir en général, c'est quand il se passe quelque chose qui n'est pas en accord avec comment on voit les choses. Et donc, l'être humain se retrouve à essayer de gérer ses interactions avec le monde. Donc, je vais vous donner une illustration tout à l'heure avec un cas de harcèlement. Donc, vous allez voir comment ça peut se dessiner de ce côté-là. Il va gérer aussi des symptômes comme l'insomnie, les crises d'angoisse, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, il va avoir des régulations par rapport à ces symptômes-là. Il va gérer aussi ses émotions. Donc, certaines personnes vont consulter parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur colère. Donc, voilà, quand la colère me vient, j'essaye de ne pas la ressentir, j'essaye de l'étouffer, par exemple. Voilà, mais à un moment, elle explose. On va analyser plus les choses de ce côté-ci. Et il va aussi nous consulter pour des problématiques de pensée, c'est-à-dire de prise de tête. Voilà, j'arrive pas à me sortir de la tête quelqu'un, ou je pense tout le temps à telle image me vient tout le temps dans la tête, etc. Et donc, on a une série de portes d'entrée. Et bon, pour certaines situations, il y a, je ne vais pas dire toutes les flèches parce que ça, c'est quand même vraiment rare, 5-6 flèches. Pour d'autres, il y en a que 3. Enfin voilà, je vais vous illustrer, vous allez voir quelques mappings plus concrets. Donc, le mapping, ça, c'est vraiment un outil qu'on a construit avec toute notre équipe. Alors, la recherche pédagogique, c'est vraiment une force parce qu'on y prend du temps, on y prend du plaisir. Et comme on y prend du plaisir, on y donne du temps. Et pour nous, c'est vraiment important d'essayer toujours d'affiner la manière dont on enseigne tous ces concepts dans l'Institut Virage, donc à Paris, à Louvain-la-Neuve, et même en Provence, ou alors en externe, puisqu'on intervient aussi dans des écoles auprès des professeurs, on intervient dans différents contextes chez Actiris. Enfin voilà, on est une série de lieux où on intervient et où on donne des formations. Et puis, la bienveillance, alors ça, ce sont les participants qui le disent. Donc, voilà, je me permets maintenant de l'écrire, parce qu'on a toujours ce retour-là, voilà, cette bienveillance qui permet d'être à l'aise aussi pour vous qui participez aux formations, de vous dire, je ne vais pas me sentir jugée. Dans les groupes, il y a la bienveillance. Les formateurs, je pense, sont relativement bienveillants, sont plutôt même très bienveillants. Et donc, voilà, l'idée, c'est qu'il y ait une confiance qu'il faille, qu'on ose se mouiller, qu'on ose prendre des risques, qu'on ose essayer des choses, etc. C'est important parce que c'est en essayant qu'on réussit, évidemment, et qu'on apprend. Donc, alors, nos participants, ce sont eux qui en parlent le mieux. Donc, voilà, il y a des témoignages. Voilà, c'était juste pour signaler qu'il y a des témoignages sur le site. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir des témoignages de participants et des vidéos, il faut aller voir en haut, je suis très mauvaise, à droite sur le site. Et puis, voilà, ici j'ai repris quelques extraits aussi. Il y a des vidéos, en fait, il y a aussi des textes de personnes qui disent voilà, comment ça aide, comment ça apporte des choses, le modèle qui est pragmatique, concret, la puissance, enfin voilà. Je vous laisse aller découvrir ça sur notre site si vous avez envie d'en savoir plus et d'avoir un autre écho. Alors, vous avez une modèle d'intervention, quelques exemples concrets comme promis. Alors, le premier cas, c'est le harcèlement, justement. Voilà, Tom est harcelé à l'école et donc il a un des copains, je veux dire copain, mais c'est pas tout à fait ça, dans la cour de récréation, qui le poursuit, se cache dans les toilettes, il lui dit d'arrêter, il dit c'est pas gentil, on ne peut pas être comme ça avec les autres. Il y a un adulte qui intervient. Ici, j'ai mis une situation, voilà, j'ai eu beaucoup de situations où soit un professeur intervient, soit une maman intervient parce que Tom se plaint, évidemment, et donc l'adulte intervient, ce qui en fait ne fait que rajouter, parce que très souvent, ça donne encore plus, enfin j'ai envie de dire c'est presque encore plus excitant, ou bien alors, s'ils sont plus grands, c'est Tom est une balance, et donc
on a encore plus envie de venir l'emmerder ou se venger après. Et bien évidemment, l'émotion qu'elle a, donc vous voyez, par rapport au mapping, vous retrouvez les flèches, la relation avec le monde, donc ici, le monde, c'est, on va dire, allez, Pierre, ici, qui harcèle. Ça, l'entourage bienveillant, c'est la maman ou la professeure qui essaie de l'aider. Et puis son émotion qui vient et qui lui fait se cacher dans les toilettes, c'est qui fait éviter tout ce qui Pierre au maximum, c'est la peur. Et donc, ben, on va lui amener le fait de dire, de faire autre chose que de demander d'arrêter, de dire, ben, peut-être que je suis gros, c'est vrai, mais moi je pense que tu es amoureux d'un gros, parce qu'à chaque récré, tu essaies de me trouver, tu me cherches. Donc, on va essayer de l'aider à trouver une manière de réagir qui va être à 180 degrés, donc qui va être de ce qu'il faisait avant. Au lieu de lui dire d'arrêter, c'est, ben, tu continue si tu veux, on dirait que tu es amoureux de moi, etc. Donc après, ça se décline de mille et une manières, mais voilà, j'ai pris un exemple ici. Et on va aussi demander qu'avec la maman ou la professeure, ils puissent en parler, mais pas qu'elle s'en mêle, pas qu'elle intervienne, mais qu'au contraire, ils puissent s'exercer justement à ces réparties éventuelles pour réagir autrement face au vrai problème qui n'est pas évidemment cette professeure ou cette maman, mais qui est bien l'autre garçon de sa classe. Donc, ce qui est intéressant, évidemment, parce qu'on peut prendre le harcèlement autrement, on peut travailler avec l'enfant qui harcèle, on peut travailler aussi avec l'entourage, mais ici, c'est qu'il y a une vraie responsabilisation. Et donc, Tom, il en sort plus fort, en fait. Il apprend qu'il est capable de se défendre. Et tandis que si c'est un adulte qui intervient, parce que parfois ça marche très bien, un adulte intervient, ça marche, ça arrête le harcèlement, mais il n'a pas eu l'apprentissage, en fait. Il n'a pas appris qu'il était capable de se défendre. Et donc, il risque de se refaire harceler plus tard et de se dire, en plus, en fait, j'ai besoin de quelqu'un d'autre qui intervienne à ma place. Voilà, je ne fais pas de formation sur le harcèlement ici, donc je vais m'arrêter là. Les TOC, un exemple avec des TOC, donc Elodie a des TOC, elle ne parvient pas à ne pas tout vérifier, donc elle a peur. Elodie, elle a peur, donc ça c'est une de mes patientes, j'ai changé bien évidemment le nom. Elle a peur de tout, elle a peur d'une fuite de gaz, donc elle doit aller fermer toutes les arrivées de gaz le soir avant de dormir. Elle a peur qu'il y ait des rats qui rentrent par les toilettes, donc elle doit vérifier que toutes les toilettes de sa maison soient fermées. Elle a peur d'un voleur, et donc elle va vérifier toutes les serrures. Et donc, elle fait ses listes, elle check, et elle essaye de ne pas ressentir cette peur. Et pour ne pas la ressentir, ben, évidemment, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a des tocs de vérification, elle va contrôler, et en plus, elle demande de l'aide à son mari, qui gentiment, parfois, fait lui-même le tour des toilettes ou le tour des robinets à gaz de la maison. Donc, il participe. En participant d'ailleurs, ben, il voudrait l'aider, il espère l'apaiser, mais en fait, au lieu de l'apaiser, il confirme le fait qu'il y a un danger, parce que s'il va lui-même vérifier, c'est qu'il confirme que c'est dangereux, que c'est risqué. Donc, au lieu de ne pas la ressentir, au lieu de lutter, oui, alors ces tocs, bien évidemment, elle essaie de ne pas faire les tocs, donc elle va se coucher, et puis elle se dit non, je n'ai pas vérifié, je devrais peut-être quand même, je vais y aller, etc. Et donc, elle y va finalement, elle lutte pour ne pas le faire, mais ça ne fonctionne pas. Et donc, on va travailler autrement, on va lui redonner du choix. Donc, on va lui dire, bah voilà, en fait, vous estimez que vous devez vérifier combien de fois. Elle me dit, bah, si je vérifiais une fois, ça irait, mais j'ai toujours besoin de retourner, j'ai toujours le doute dans ma tête, je me dis, est-ce que vraiment. Et donc, en fait, on va lui dire, voilà, soit vous le faites une fois, c'est normal, c'est logique, mais si vous ne le faites pas une fois, je vais vous demander de le faire 3 fois, c'est-à-dire que vous retournez dans votre lit, vous relevez, et 3 fois, vous allez vérifier. Et c'est important de prendre le temps de le faire parce que vous avez peur et qu'il faut apaiser cette peur. Donc, si une fois ne suffit pas, il faut le faire 3 fois. Donc, on fait faire quelque chose de très différent parce qu'avant, elle se disait, il ne faut pas. Maintenant, elle est obligée de le faire 3 fois. Donc, on l'oblige à faire un truc qu'elle essaie de ne pas faire. Et donc, ça l'amène évidemment et ça est très vite en général, à moins le faire. Parce qu'elle le faire 3 fois, elle se dit, ben non, je ne vais quand même pas le faire 3 fois, etc. En plus, on lui demande évidemment de plus demander d'aide. Et oh là, j'ai pas tout mis, je vous ai pas tout mis, je vois. Et on va évidemment travailler aussi sur la peur, sur comment elle peut laisser venir sa peur et observer sa peur, rencontrer sa peur pour, pour diminuer cette peur. Parce que c'est bien de travailler sur le TOC, mais si on ne travaille pas sur la peur, elle va peut-être arrêter ce TOC-là, mais faire autre chose, et donc ça ne va pas l'aider du tout. Et puis, voilà une jeune femme, je n'ai pas mis de nom, on va l'appeler Sophie. Sophie a perdu le boulot de ses rêves. Et donc Sophie, elle ressent de la tristesse et de la colère par rapport à ça.
elle a des pensées, elle y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle se dit, oui, c'était vraiment le boulot idéal pour moi. Et je dis que j'ai eu tellement de difficultés à avoir ce boulot, je m'entendais bien avec mes collègues, etc. Et donc, elle rumine, comme on dit, puisque elle a des pensées qui viennent, elle essaie de les chasser, mais évidemment, les pensées reviennent, etc. Donc, même si quand elle regarde une série Netflix ou si elle parle avec une copine, ça part, dès lors qu'elle nous voit en voiture en train de conduire, dès qu'elle se retrouve dans son lit le soir, hop, toutes ces pensées-là reviennent. Et donc, en plus, elle en parle à des amis qui, gentiment, l'aident, veulent l'aider. Donc, lui conseillent, lui disent, mais écoute, distrais-toi, ou bien qu'ils lui disent, mais tu sais, ça va aller, tu vas retrouver un boulot semblable. Et puis, elle se dit, oui, mais ils ne se rendent pas compte, sans doute que non, etc. Et donc, en fait, tout ça nourrit malheureusement sa douleur, sa souffrance et sa prise de tête. On va donc lui demander de prendre des moments de rendez-vous avec ses pensées, donc plutôt que de les chasser, d'écrire des lettres éventuellement s'il y a de la colère sur un patron qui l'a viré, etc. On va l'aider à déverser cette colère et donc à plutôt faire venir ces pensées qu'elle essayait de chasser. Et puis souvent en parler moins ou choisir une personne, un interlocuteur qui va pouvoir l'écouter sans intervenir, parce que chaque fois que la personne intervient, ça relance tout le flux des pensées. Voilà, voilà. Alors, l'hypnose, parce qu'on est un institut de formation en thérapie brève systémique, mais aussi en hypnose. Et donc, l'hypnose, c'est l'hypnose ericksonienne. Donc, c'est vraiment Erickson qui va être notre référence et des personnes qui se sont inspirées, qui ont formalisé Erickson, bien évidemment. On enseigne en hypnose l'hypnose formelle, mais surtout conversationnelle, j'ai envie de dire. Mais quand même, on trouve que c'est important de pouvoir faire aussi l'hypnose formelle parce que ça peut à certains moments être utile. Et puis, qui peut le plus, peut le moins, quelque part. Et donc, c'est intéressant de quand même connaître des inductions qui permettent d'amener plus en profondeur, etc. On va toujours faire de l'hypnose dans notre logique à 180 degrés. Donc, c'est de l'hypnose qui va accompagner, qui va compléter le modèle. Cette hypnose, permettre l'expérience émotionnelle qu'avec le modèle, au départ, on propose plutôt en tâche. Ici, en fait, cette expérience émotionnelle, on va pouvoir la faire parfois vivre en séance et ça va accélérer, en fait, le processus de changement. Et donc, l'hypnose, en fait, elle correspond à plein de situations parce qu'elle travaille très bien sur les émotions. Hein. C'est vraiment la force de l'hypnose, ça travaille sur les émotions. Évidemment, les traumas, qui sont des blessures émotionnelles plus profondes que les autres blessures émotionnelles, que les difficultés émotionnelles, sont particulièrement propices à l'hypnose. Tout ce qui est gestion émotionnelle, la douleur aussi, tout ce qui est addiction. Et donc, voilà, on a une série, vous allez voir, de modules qui permettent d'approfondir l'utilisation de l'hypnose. Et nos parcours, je vais faire ça assez brièvement. Vous pouvez reposer des questions dans les sous-groupes, bien évidemment. Donc, d'abord, la base de nos parcours, même si vous faites l'hypnose, c'est de faire la base en thérapie brève, parce que comme cette hypnose s'applique à notre modèle de thérapie brève, bien évidemment, c'est important pour nous que vous ayez les bases, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre la logique d'intervention. Cette base, vous pouvez la faire de deux manières, soit en faisant deux modules. Un premier module, l'étape 1 de 2 jours, qui est vraiment un module, on l'a fait très court pour que vous puissiez essayer, sans investir trop d'argent ou trop de temps, essayer, voir si ce modèle vous correspond, si ça vous parle, si voilà, il vous touche, si vous avez envie de travailler avec ce modèle. Et puis l'étape 2. Mais pour certains qui ont envie d'accélérer, j'ai envie de dire le parcours, il y a moyen de faire ça en intensif et les deux étapes sont alors regroupées. Ensuite, derrière ces étapes-là, vous avez justement ce parcours d'hypnose donc qui se décline dans des fondamentaux et puis un module d'approfondissement. Et ensuite, vous avez des modules plus de spécialisation en hypnose, donc les traumas, la douleur, la dépression, les addictions, enfin voilà, et peut-être d'autres à venir. Alors, si par contre vous allez plus vers l'utilisation du modèle autrement par l'hypnose, donc avec la thérapie ou le coaching, vous avez encore 3 modules à faire pour pouvoir entrer dans ce qu'on appelle plus les spécialisations. Donc, ce parcours-là, il est vraiment, pour nous, c'est le fondamental, c'est la base de l'approche. À partir du moment où vous avez fait ces 5 modules, étape 1, étape 2 et les 3 ici, vous pouvez commencer normalement à pratiquer avec une supervision. Ensuite, vous avez des modules d'approfondissement. Si vous allez au bout du parcours thérapie brève, coaching ou coaching de vie, vous avez des modules d'approfondissement.
Donc, ces modules d'approfondissement, ils sont multiples. Ils vont vraiment vous permettre d'approfondir la problématisation. C'est l'utilisation du mapping, les reformulations, la psychopathologie. Voilà, je ne vais pas vous les détailler tous. Vous avez une idée de ce qu'il y a. Alors, si vous voulez retrouver l'ensemble de ce parcours, ça c'est important de le dire, vous allez sur notre site internet, sur une tablette en horizontale ou sur un ordi, et vous avez, en descendant sur la page d'accueil, vous descendez un peu, vous avez tout le parcours, et en cliquant sur n'importe quel module, vous avez toutes les infos sur le module, donc les dates, les prix, le contenu, les objectifs du module, etc. Donc ça, c'est quand même intéressant, et les lieux aussi où ça se donne. Donc, sinon, on peut aussi faire des spécialisations, donc des spécialisations sur les thèmes liés à la famille, enfants, adolescents, etc. Ou sur des thèmes au choix, donc les troubles anxieux, la souffrance au travail, voilà, sur le suicide, etc. Et puis, on a le parcours entreprise, donc pour les personnes qui veulent plus travailler en entreprise, compléter un DU de coaching, une formation en coaching, voilà, par l'approche systémique. Vous avez stratégique aussi, d'ailleurs, ce qui parle pas mal aux coachs. Et donc, vous avez ici 2 modules, en fait, pour pouvoir être coach systémique stratégique chez Virage. Et puis, vous avez aussi en option un module Palo Alto en collectif, qui est évidemment super intéressant parce que ça permet de travailler avec les équipes. Voilà le parcours et voilà, ah oui, encore quelques petites choses. Donc, Virage, voilà, c'est aussi effectivement des intervisions qu'on offre à nos participants, un rendez-vous mensuel avec moi où vous pouvez poser toutes vos questions, que ce soit sur des questions de fond, de contenu, sur des patients, enfin voilà, un peu tout ce que vous avez envie de poser comme question, des formateurs impliqués, des chouettes formateurs, donc vous allez pouvoir le constater dans ce groupe, des infos évidemment sur les réseaux sociaux, des groupes spécifiques sur les réseaux sociaux pour des échanges d'infos aussi. Et puis, un podcast aussi, si vous ne le connaissez pas, rien ne vous empêche de l'écouter sans inscrire à aucune formation d'ailleurs, puisqu'il est plutôt grand public, mais ça donne quand même à nos participants, je pense, des idées de tâches, etc. Donc en général, il est assez bien apprécié. Voilà, voilà.